Il y a un mot sur la fin de vie, parce que François Bayrou, avec beaucoup de courage et beaucoup d'émotion, en a parlé tout à l'heure. Et quand un homme politique, c'est ça aussi qu'on attend parfois d'un homme politique, c'est qu'au-delà de ce qu'il propose, il y a une émotion, que ce soit incarné, ce qui est bien normal. C'est un homme, c'est un être humain. Et il a dit des choses avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotion, beaucoup de lucidité aussi. Et je vous propose de l'écouter. C'était avec Laurence Ferrari tout à l'heure. Non, je ne l'aurais pas voté. C'est un immense problème de conscience. Parce que dans tous les pays où ce genre de texte est peut-être moins encore engageant que chez nous, dans tous les pays où ce texte a été voté, ça a fait tache d'huile. À partir du moment, et c'est pour ça que c'est très difficile et douloureux, parce qu'il y a des gens qui, eux, pour leur propre destin, pensent que ça serait mieux d'avoir cette issue. Mais à partir du moment où on dit « la mort est un soin », nous qui avons construit notre société sur normalement, je ne te laisserai pas seul, je ne te laisserai pas malade et je ne te laisserai pas souffrir. À partir du moment où on introduit l'idée que il existe un soin, en fait, qui est pour mettre un terme à tout ça et qui est la mort, partout ça a fait tache d'huile parce que ça s'introduit, ça s'immisce dans la conscience générale et ça se multiplie. Et puis il a parlé d'un exemple après qui était proche de lui. Charlotte, c'est un sujet sur lequel vous êtes souvent intervenu et on arrive alors. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs C'est la troisième lecture à l'Assemblée. Oui. Sauf surprise, le texte va être adopté. On verra par combien de députés, c'est la question. Voilà. Ensuite, ça va au Sénat. Sans surprise, là aussi, ils vont le rejeter. Et le dernier mot arrivera à l'Assemblée le 15 juillet. Ça veut dire qu'à partir du 15 juillet, probablement, la France fera partie des pays qui autorisent l'euthanasie. Et comme l'a très bien rappelé François Bayrou, le texte que nous sommes sur le point d'adopter est bien plus permissif que les textes qui ont été promulgués dans les autres pays. Mais il y a un déséquilibre dans le débat. On nous promet depuis le premier jour un débat équilibré, calme. Le spectacle de l'Assemblée cette semaine était tout sauf un débat équilibré et calme. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer sans être insultées. C'est quand même un vrai problème quand on nous rappelle par ailleurs qu'il y a une clause de conscience. C'est-à-dire, il y a des consciences qui ne sont pas respectées parce que la doxa les juge pas respectables, tout simplement. C'est quand même compliqué sur un texte pareil. On a en effet un Premier ministre, sans aller sur l'enjeu de lui-même, on a un Premier ministre, et moi c'est un spectacle qui m'afflige aussi. Un Premier ministre qui fait savoir qu'il est opposé à cette loi, mais que Emmanuel Macron le veut tellement. Donc moi, qu'on ne me parle pas de conscience en fait dans cette affaire. Vraiment, qu'on ne me parle pas de conscience, elle n'est pas respectée à aucun moment pour personne, si ce n'est, c'est-à-dire que vous avez le libre choix et à la fin on le votera quand même. Donc le débat est biaisé depuis le premier jour. Et en effet, c'est le temps gouvernemental qui permet de faire les débats. C'est le temps gouvernemental de l'Assemblée qui permettra d'adopter ce texte. Dans l'urgence absolue, on a quand même un député qui nous dit à l'Assemblée, pendant la canicule, regardez comme les personnes âgées souffrent, dépêchons-nous de leur offrir cette loi. Mais comment tout le monde n'a pas le vertige en disant stop, on s'arrête tous, on se calme et on reverra ça à la rentrée quand il fera moins chaud parce qu'apparemment c'est douloureux pour tout le monde. Moi, cette phrase, je ne sais pas, ça aurait dû tous nous... Qui a dit ça ? C'est un député Renaissance. Jean-François Rousset. Donc, il y a... Vous l'avez entendu, cette phrase ? Renaissance, oui, il faut avancer, il faut avancer. Je le dis à Marine, si on peut l'écouter, cette phrase, la retrouver, pourquoi pas. Jean-François... Oui, Renaissance. Un jour, vous serez dans votre chambre d'hôpital et vous entendrez le médecin qui vient de sortir qui dira il faut avancer, il faut avancer. Et par ailleurs, dans les débats, ça a été vrai en première lecture, en deuxième lecture et encore en troisième lecture, il y a des amendements restrictifs, entre guillemets, qui ont été posés. Donc une fois que le débat de principe est interdit, et il est interdit depuis très longtemps d'ailleurs, le débat ensuite dans le détail pour savoir comment est-ce qu'on contraint cette loi, comment est-ce qu'on en fait réellement une loi d'exception, puisque soi-disant c'est le projet de tout le monde d'en faire une loi d'exception. Tous les amendements restrictifs ont été refusés au motif que tout ça est évident. Donc on ne peut pas inscrire dans la loi que les personnes atteintes de déficience mentale, par exemple, sont exclues. Parce que leur consentement libre et éclairé, c'est un peu compliqué. Mais on ne l'écrit pas parce que c'est évident. Ah ben moi, je préférais qu'on l'écrive, voyez-vous. Donc ça a été vrai sur plein de choses. Ce texte, il y a des choses qui ont été ajoutées, retirées en permanence, en effet, pour arriver à l'équilibre politique, c'est-à-dire pour que le texte soit voté. Et
les Français sont complètement largués parce que les députés eux-mêmes ne savent plus où en est le texte, pour certains. Quand vous pensez qu'il y a je parle sous le contrôle de Charles. Joseph Massescaron. Quand vous pensez qu'il y a en effet une commission de contrôle du geste qui a été acceptée, mais cette commission de contrôle du geste a lieu après le décès. Vous vous rendez compte ? Après le décès. Qu'est-ce que ça signifie ? Juste un mot, parce que, on parle Bayrou, bien sûr, c'était très émouvant, mais Philippe Juvin il est mais époustouflant d'humanisme, de clarté, de rigueur, voilà. Et d'intelligence. Et d'intelligence. Et d'expérience. Moi, j'ai tellement d'amis. Et il est médecin. Mais j'ai tellement d'amis qui sont médecins aujourd'hui, je pense à eux, parce qu'ils nous regardent, médecins dans des soins palliatifs, ils sont totalement... Et alors, juste une chose, s'il y a une personne qui a un courage, c'est un civil, pour moi, c'est Dominique Régnier. Parce que c'est grâce à Dominique Régnier, pardonnez-moi, qu'il a donné, grâce à la Fondation Paul, tous les éléments qui montrent qu'à l'extérieur, ce sont des dérives. Et une nouvelle fois, c'est l'hubris d'un président de la République. Mais c'est ça, en fait, parce qu'il y a aussi des enjeux. Alors, qui vote pour qui, Mais alors, non, mais c'est intéressant. Parce qu'en fait, on dit qu'il n'y a pas de logique partisane. C'est un peu chacun fait ce qu'il veut en fonction de son expérience, etc. Moi, je pense que ça pose un vrai sujet de représentation politique. C'est-à-dire que vous n'élisez pas votre député pour qu'après, en vertu de son histoire personnelle, il choisisse en votre nom l'avenir de notre pays sur cette question-là. Qui vote pour La gauche, à grands traits, la gauche vote pour. Le RN, c'est un peu partagé. La droite, majoritairement, est plutôt contre. Renaissance, y est plutôt favorable. Donc l'écart est assez marqué. Il y aura une majorité assez marquée. Mais il faut parler des enjeux cachés. Le président de la République, on l'a dit. Yael Braun-Pivet, qui veut absolument que ce texte figure dans le palmarès de président de l'Assemblée nationale pour dire, regardez, on est capable d'avancer. Les mutuelles qui agissent en coulisses pour que le texte aille au plus vite, parce que, évidemment, elles ont beaucoup à gagner. Et puis, le Grand Orient de France, qui a publié un communiqué il y a quelques jours pour dire qu'il fallait aller très vite pour voter ce texte. Cette obsession franchement, aller très vite sur un texte pareil, je sais pas. Mais parce que pour des questions personnelles, Madame Braun-Pivet, elle a envie, pour ce que vous venez de dire voilà, ça restera sous ma mandature. On a fait rentrer au Panthéon Badinter. Badinter, la phrase célèbre lorsqu'il propose l'abolition d'abonnement, c'est « La vie, nul ne peut la retirer à autrui dans une démocratie ». Oui, mais pardonnez-moi, on fait rentrer Badinter au Panthéon et aujourd'hui, on va accepter, en effet, que les personnes... On va parler justement de la peine de mort dans une seconde. La canicule pour les personnes effectivement fragiles, voilà. En même temps, les mêmes, on va les faire passer de l'autre côté d'un coup de seringue. Non, moi je suis d'accord avec vous sur le courage de Dominique Régnier. J'ai été frappé hier en l'écoutant notamment à la radio où il était interviewé par deux confrères hier matin. Et c'était formidable de l'écouter parce que on sentait que les confrères était en permanence en train de l'houspiller, de ne pas le laisser terminer une phrase, de le contredire. En fait, ils étaient presque étonnés qu'on puisse s'opposer, qu'on puisse résister à cette loi, qu'on puisse s'y opposer. Il y avait une forme de condescendance, pas vraiment amusée, vaguement impatiente, puisque la cause est tellement évidente à leurs yeux. Ils sont tellement convertis à une espèce de progressisme. Est-ce que vous c'est incroyable. C'est incroyable. Par ailleurs, c'est quand même intéressant d'apprendre ce matin. Georges Fenech. Par ailleurs, que François Bayrou n'est pas candidat à la présidentielle et surtout qu'il ne soutiendra pas François Hollande. On rappelle que c'est quand même François Bayrou qui fait en partie élire François Hollande contre Sarkozy et qu'il fait élire quand même Macron aussi. Oui. Donc il a fait deux erreurs, c'est ce que vous voulez dire. Oui, là, cette fois-ci, ce que je veux dire, mauvais choix. C'est quand même une information ce matin. Oui. Alors, il y a Bartholomé Lenoir, qui est un député UDR, qui me dit je suis député contre le texte de l'euthanasie. Si le texte risque de passer, il n'est pas du tout représentatif de la division à l'Assemblée. Aucun garde-fou n'a été accepté. Une petite majorité va confirmer un texte sans concession. Il dit une petite majorité. Mais même Charlotte, et après on parle de la peine de mort. Des débats sur la question du délit, de la clause de conscience, pardon. Donc il y a une clause de conscience pour les médecins qui a été acceptée. Il n'y en a pas pour les pharmaciens qui fabriquent la substance létale. J'aimerais bien savoir quelle est la logique. Et il n'y en a pas pour les établissements. Or, vous avez des établissements aujourd'hui en France dont clairement nous ne pouvons pas nous passer, vu l'état par ailleurs de notre système de soins, qui sont tenus par des religieux ou par des catholiques ou qui sont des établissements
tenus par des personnes qui ne pratiqueront pas l'euthanasie. Donc si leurs établissements sont obligés de le faire, elles ont déjà prévenu, elles déménageront à l'étranger. Les petites sœurs des pauvres, par exemple. Par exemple, les petites sœurs des pauvres vont se menacer peut-être de fermer des établissements. Voilà, il ne faudra pas venir pleurer. Mais de la même manière que plus généralement, alors là je pars dans la stratosphère peut-être pour beaucoup de gens, mais on se dit en permanence, on cherche à savoir mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas en France ? Pourquoi tout le monde est dépressif ? Pourquoi tout le monde est sous médicaments ? Mais on a fait l'actualité de ces dernières années, c'est d'avoir fait de l'avortement un droit fondamental et constitutionnel, la mort à l'origine, et de faire de l'urgence absolue avec l'état du pays l'euthanasie. La mort est omniprésente, est un droit fondamental. La mort provoquée, je veux dire. Je ne sais pas si ça nous aide beaucoup, en fait. Je ne peux pas le dire autrement. Mais vous avez... il y a une responsabilité politique. Voilà. Et forcément de celui qui gouverne le pays... ou qui pilote le pays, ou qui le préside depuis 10 ans. Je peux revenir une seconde sur ce qu'a dit Charlotte brièvement, sur les établissements qui devront partir à l'étranger. Ce sera la première fois en France depuis très longtemps que des congrégations catholiques sont chassées pour aller à l'étranger. Il y a des influences parfois toxiques qui peuvent exister pour un pays, et hélas, nous l'avons vécu. Alors, je vais parler de la peine de mort. On va parler de la peine de mort. Et effectivement, les deux sujets... bon, c'est la première fois... François Mitterrand l'abolit, Emmanuel Macron l'a rétabli. Non, mais que pour les innocents. Excusez-moi, mais franchement... mais c'est la première fois en France que des personnalités publiques parlent de la peine de mort depuis bien longtemps. Oui. Franchement, c'était un débat qui était enterré. Alain Delon, vous nous avez diffusé l'archive d'Alain Delon. Alain Delon, oui, mais c'était 80. Là, c'est Karine Le Marchand. Alors, Karine Le Marchand, elle a le droit de parler. C'est une personnalité. Très suivi, très écouté. Très suivi, et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse. C'est une influenceuse, c'est une présentatrice. Et elle a dit cette chose, tu enlèves la vie, on t'enlève la vie. Bon. Et le débat de la peine de mort, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est relancé, mais il existe dans l'opinion. On va pas rétablir la loi Talion, la loi du Talion. Mais tu as fait ça, je te fais ça. Il y a longtemps qu'une civilisation est passée au-delà de la loi du Talion. J'entends tout ce que vous dites. Oui. Il se trouve que c'est toujours pareil. C'est les Français qui parlent. C'est les Français qui parlent, Georges. Donc ça arrive aussi à un moment où ils sont excédés, les Français. Excédés, bien sûr. Et effectivement, quand tu es excédé, tu te radicalises. Et c'est les jeunes surtout. Ça arrive. On a fait un sondage. 68% des Français sont favorables à un référendum sur la peine de mort pour les criminels en France. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour, mais en tout cas, ils veulent un référendum. Quand vous regardez les 18-24 ans, c'est 90%. Moi, j'ai donné des cours dans une école de journalisme. Je faisais des débats sur la peine de mort. J'avais quasiment 9 élèves sur 10 qui étaient favorables à la peine de mort. C'est intéressant, ça. Donc ça dit quelque chose sur la nouvelle génération qui arrive, qui visiblement n'a pas les mêmes... Il y a des repères un peu brouillés par ailleurs, il ne faut pas s'étonner. Oui, bien sûr. Oui. Alors, je voulais vous faire écouter, on écoutera Karine Le Marchand. Alors, écoutons-la, Karine Le Marchand, si vous voulez, et c'est un montage, parce qu'elle a pris la parole, et elle exprime une colère. Alors, elle a le droit. Pourquoi elle ne l'exprimerait pas ? Et puis, il faut pas mépriser, parce que c'est une animatrice de variété, ou d'ailleurs elle a fait des interviews parfois politiques. Ouais. Vous savez, parfois, il y a des gens qui ont fait des brillantes études et qui avaient tout pour gouverner la France, qui étaient même l'expérience au plus haut niveau, et puis on voit ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont été au pouvoir. C'était une catastrophe. Donc, il faut mépriser personne. Mais qui méprise qui, la personne ? Moi, je ne méprise pas du tout ce qu'elle dit. Hein, mais je préviens parce qu'elle exprime effectivement avec beaucoup de courage, parce qu'il n'y a que des coups à franc. Quand tu es Karine Le Marchand, c'est plus facile de ne rien dire. Hein, parce que tu es tranquille, personne vient, tu es dans le politiquement correct. Quand tu es à son niveau, c'est-à-dire c'est une vedette de télévision, c'est plus facile d'être dans le politiquement correct que d'être dans le contre. Donc, moi, je souligne son courage. Écoutez quelques interventions qu'elle a pu faire sur la société française, ce qu'elle pense. Mais c'est pas pour autant que je vais me taire, parce que je suis une citoyenne, je suis une femme, je suis une mère. Je vois, comme la plupart des Français, que sur beaucoup de sujets, les choses nous échappent et que nous ne sommes pas entendus. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre et j'ai pas à avoir mal au ventre toute ma vie, parce que je vois des horreurs de pire en pire dans les infos. Je veux être heureuse dans mon pays. Merde. Je suis pour le vote obligatoire, l'accélération du vote électronique,
et également des référendums. Mais des référendums sur des petites choses. On ne veut pas une seule grande loi sur la justice qui va être imbitable et il va y avoir des amendements, etc. Et du coup, il n'y a rien, il va y avoir pot de balle qui va être voté. Il faut des référendums sur des décisions très précises. Qui est-ce qui va payer? C'est encore les assurances, c'est encore les impôts, c'est encore moi. Moi, je n'ai pas à payer pour ces cassos. Je suis désolée. Et à un moment donné, les casseurs doivent payer. Et moi, j'aime la France. Moi, je suis française. Je suis très fière d'être française. Bon, c'est intéressant cette position. Quand elle dit une chose qu'on a tous remarqué, ou plus exactement, on a tous ce sentiment, c'est de pire en pire. En fait, ça s'arrête quand? C'est de pire en pire. Elle le dit, elle dit, moi j'en ai ras-le-bol. Ouais. Et cette colère qui monte, jusqu'où ira-t-elle? Sur la peine de mort, il n'y a aucun représentant politique aujourd'hui qui est favorable à son rétablissement. C'est important de le préciser. Ça n'est pas un débat politique à proprement parler, mais il y a une question, à mon avis, qui est la question centrale dans ce débat, c'est par quoi on a remplacé la peine de mort? C'est la perpétuité. Or, la perpétuité réelle, on voit qu'elle n'est pas la norme. Et c'est sans doute là, à mon avis, que porte le débat. C'est-à-dire qu'on veut que les assassins d'enfants restent en prison toute leur vie. C'est ça que les Français, ils attendent. Et c'est pas toujours le cas. Ce qui existe ailleurs. Aux États-Unis, la perpétuité réelle, ça a un sens. C'est l'emprisonnement à haute parole, c'est-à-dire pas de libération conditionnelle possible, même après 30 ans. Chez nous, la perpétuité réelle existe théoriquement, mais comme théoriquement un juge, et pratiquement, d'ailleurs, puisqu'ils le font, au bout de 30 ans, libère, on se souvient notamment Patrick Henry, eh bien, la perpétuité réelle n'existe pas. Et effectivement, je crois que le pays, ce qu'il demande, c'est qu'un assassin d'enfant soit exclu de la société à vie. C'est ça. Et puis, il disait plus tard que la justice, que la peine de mort n'est pas dissuasive, et il citait à mort Bontemps, à mort Buffet, que criait Patrick Henry. Qui était dans le public, dans la salle de... C'était ça qui... c'est ça, et qui n'a pas empêché, lui, d'enlever le petit enfant, comment il s'appelait, Philippe Bertrand, et demander une rançon et tuer cet enfant. Dans l'hôtel des Charmilles, à Troyes. Ouais.